l'actualité ce soir, les Burkinabés ont voulu solennel la cérémonie de signature de la charte de transition. Cet après-midi à Ouagadougou, on a pu apprécier la beauté de l'union de tout un peuple qui a décidé de demeurer acteur de son histoire. Et puis, je reçois dans ce journal Maître Hervé Kam, porte-parole du Balai citoyen. Le Balai citoyen qui a été un des acteurs des changements politiques en cours au Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. C'est officiel, la charte de la transition au Burkina Faso vient d'être signée cet après-midi même à Ouagadougou par tous les acteurs impliqués. Le document va servir ainsi de base institutionnelle à l'État burkinabé intérimaire pour une durée de 12 mois. Jacques Lamissa Tarpaga. Symbole pour le Burkina Faso. C'est ce lieu mythique qui a abrité la signature officielle de la charte devant régir la transition. Après une lecture in extenso de la charte et l'approbation par acclamation, chaque composante dans le processus appose sa signature. La Bible de la transition est ainsi adoptée. Seul discours à cette assemblée dénommée Forum des forces vives et des forces de défense et de sécurité, celui du lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida. Un discours dense qui fait vibrer la maison du peuple. Il revient sur l'insurrection populaire du 30 octobre dernier. Depuis le 30 octobre 2014, le peuple burkinabé s'est réconcilié avec lui-même et avec son histoire. En effet, s'inscrivant dans la dialectique d'une histoire qui s'est répétée, en référence au soulèvement populaire du 3 janvier 1966 et dans le symbolisme de la bravoure, du courage, de l'intégrité et de l'honneur qui ont toujours caractérisé le peuple burkinabé, l'insurrection populaire du 30 octobre 2014 a redonné au Burkina Faso, notre chère patrie, sa dignité et sa respectabilité sur la scène internationale. La signature de la charte marque un pas important dans le processus de transition. En présence du peuple, mais aussi des corps diplomatiques et des représentants de l'ONU et de la CEDEAO, le chef de l'État a rappelé la nécessité d'inclure tout le monde pour une transition réussie avec la jeunesse en ligne de mire. Jeunes du Burkina Faso, je dis jeunes du Burkina Faso, comme le disait Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Tu as su remplir ta mission. En effet, les forces vives, y compris les forces de défense et de sécurité, ont su donner la réplique à ce qu'il convient d'appeler désormais la forfaiture de Blaise Compaoré. Nous sommes convaincus que désormais, les hommes politiques feraient mieux d'écouter la voix de leur peuple. En effet, une chose est d'avoir chassé Blaise Compaoré du pouvoir par une insurrection populaire, mais une autre est de travailler à sortir de l'instabilité dans le cadre d'une transition apaisée, à même de conduire notre pays vers des élections démocratiques, transparentes, libres et justes. Depuis le 31 octobre dernier, date de la démission de Blaise Compaoré, l'armée nationale est au cœur des manœuvres pour assurer la tranquillité. Et dans ce discours, le lieutenant-colonel Zida rappelle le patriotisme de l'armée nationale. Comme vous l'avez voulu, le processus pré-transitionnel engagé depuis le 31 novembre 2014 est conduit par les forces armées nationales et qui se sont engagées à remettre le pouvoir aux civils. Je reste convaincu qu'en lieu et place des soupçons de confiscation du pouvoir par l'armée que nous entendions ci et là, au début du processus bien sûr, c'est définitivement installé dans les esprits des uns et des autres une confiance que nous allons travailler à renforcer dans les jours à venir. Vos forces de défense et de sécurité sont patriotiques, républicaines et elles le demeureront. La transition ici en marche a déjà un calendrier. Au plus tard, à minuit ce dimanche, les Burkinabés connaîtront le nom du président de transition. Le Premier ministre sera nommé en principe mercredi, puis suivront la nomination du gouvernement, des membres du Conseil national de transition et la prestation de serment du président de transition. Une transition qui devra durer 12 mois selon la charte.
Je vous le disais en titre, je reçois en page entretien Maître Hervé Kam, porte-parole du Balai citoyen. Maître Kam, vous êtes un des acteurs du changement politique en cours au Burkina à travers votre mouvement, le Balai citoyen, qui a mobilisé le mouvement pour barrer la route au projet de modification de l'article 37 de la Constitution burkinabé. Ce soir, quels sont les sentiments qui vous animent après la signature de cette charte? D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation. Et je dois dire que les sentiments qui nous animent ce soir, c'est d'abord des sentiments de fierté. Des sentiments de fierté parce que nous pensons que, en tout cas depuis le 30, tout le peuple burkinabé peut s'enorgueillir de porter dignement le nom de pays des hommes intègres. Pays des hommes intègres, on a vu que dès le départ, l'armée avait rassuré qu'il n'était pas de sa volonté de confisquer le pouvoir. Et le peuple burkinabé aussi avait manifesté que de toute façon, c'était une révolution du peuple et qu'il allait tout faire pour que ce pouvoir-là reste entre les mains des civils. Et pendant 2 semaines, il y a eu donc d'instances discussions qui ont remis en avant un élément fondamental qui fait le Burkina Faso, ce sont les vertus du dialogue. C'est vrai que sous l'Ancien Régime, on avait perverti un peu le dialogue de telle sorte que personne ne croyait plus en personne et personne ne croyait au dialogue. Mais je pense que les 2 dernières semaines ont été en tout cas une occasion de remettre le dialogue, cette vertu du peuple burkinabé au goût du jour. Et c'est vraiment avec émotion que nous avons suivi en fait cette cérémonie solennelle qui fait suite à l'adoption de la charte le jeudi passé, qui avait été tout aussi émotionnelle, cette cérémonie. L'adoption de la charte s'est faite de façon consensuelle et au son du ditanier. Donc un élément fédérateur de l'ensemble du peuple burkinabé. Et je pense que depuis le 30 octobre, ceux qui avaient eu des doutes et ceux qui avaient hésité aujourd'hui peuvent maintenant dire fièrement qu'ils ont participé à quelque chose de fondamental pour le Burkina Faso et aussi certainement à quelque chose de fondamental pour l'Afrique parce que nos pays ne connaîtront jamais le développement tant que les questions donc, de gouvernance politique ne seront pas réglées. Et pour ce qui concerne notre pays, nous espérons que c'est un bon début. Oui, les manifestants avaient crié l'armée au pouvoir et on vous avait vu aux côtés du lieutenant-colonel Zida à la place de la Nation, rebaptisé à l'occasion place de la Révolution, quand il s'est proclamé chef de l'État au nom des forces de défense et de sécurité. Et aujourd'hui, que le consensus s'est fait autour d'une personnalité civile pour diriger la transition, pour vous, quel est le rôle des militaires pour la suite? Non, le rôle des militaires pour la suite ne doit pas changer. Le rôle de l'armée, d'une armée républicaine dans un État, c'est de veiller à la sécurité du territoire, la sécurité intérieure ou extérieure. Et je pense que l'armée doit se concentrer et va se concentrer à ce rôle-là. Il est vrai que dans certains moments de la vie des nations, l'armée étant l'institution la mieux organisée de la République, il faut le reconnaître, peut se voir attribuer momentanément des rôles, comme il a été le cas donc, le 30, donc de gérer en fait cette période pré-transitionnelle-là. Et en 2 semaines, les choses se sont bien passées. Et il faut déjà se souvenir que lors de la première insurrection en 1966, ça avait été exactement le cas, à la seule différence que les politiciens, la classe politique n'ayant pas pu s'entendre sur le minimum, ils ont permis de s'éterniser au pouvoir et ça a duré 48 ans. Aujourd'hui, c'est ce spectre. Oui, mais justement, aujourd'hui, on a quand même l'expérience de 1966 et on sait que de toute façon, au niveau de la classe politique, la société civile, il fallait forcément s'entendre sur le minimum et au plus vite possible. C'est vrai que les gens avaient donc des raisons très vite d'avoir la crainte. Mais pour nous, il fallait dépasser cette crainte-là et très rapidement s'asseoir sur une même table, justement, discuter. On vous avait même soupçonné de vendre la révolution du 30 octobre en ce qui concerne le mouvement Balai citoyen quand vous avez sorti la carte du lieutenant-colonel Zida.
Oui, bon, déjà, nous n'avons pas sorti la carte du lieutenant-colonel Zida. Le lieutenant-colonel Zida nous a été proposé par l'armée, parce que c'est l'armée qui a désigné le lieutenant-colonel Zida pour aller avec nous faire les déclarations. La suite, seule l'armée peut être responsable. Et de toute façon, dès le premier, l'armée tout entière a fait bloc autour du lieutenant-colonel Zida. Je pense qu'en ce moment-là, le balai citoyen n'a pas eu de rôle à jouer. Mais on dit toujours à notre niveau, au niveau du balai citoyen, nous disons que quand nous sommes convaincus de quelque chose, il faut le faire. Et après, de toute façon, c'est l'histoire qui va juger. Le 30, nous étions convaincus que seule l'armée pouvait régler le problème. Et nous n'avions pas été les premiers à demander à l'armée d'intervenir. D'autres composantes l'avaient fait avec nous. Seulement, au sein de l'armée, avait proposé une personne déterminée qui était le général Lougué. En ce moment, nous n'étions pas là. Nous avons simplement dit qu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur de l'armée pour dire qui nous voulons. Il appartenait à l'armée de faire son choix. Et nous avions une obligation, c'était de rester vigilants pour que la révolution du peuple appartienne au peuple. Et de toute façon, aucun pays, pas le Burkina ou aucun pays aujourd'hui, ne peut vivre sous un régime militaire. Le Burkina, avec ses 43% d'aide budgétaire de la part de la communauté internationale, ne peut pas survivre avec un régime militaire. Et toutes les composantes doivent en avoir conscience. Et nous savions que pour des raisons de sécurité intérieure, le 31, déjà avec les pillages qu'on avait vus. Donc pour vous, c'était un choix tactique? C'était un choix tactique parce que de toute façon, le premier, on n'aurait jamais pu s'entendre sur un candidat civil. La preuve est que déjà au niveau des négociations pour la charte, il a été difficile d'exclure les partis, les responsables de partis politiques et les politiciens de la présidence de la transition. Toutes ces discussions, vous aurez compris, n'auront jamais pu être menées le 31. Et donc le 31, il fallait trouver une solution qui permettait au pays de continuer et d'organiser en fait les négociations. Et la seule institution impartiale qui pouvait le faire, c'était l'armée, parce qu'on ne pouvait pas demander au CEPOP de le faire, surtout pas à l'ex-majorité de le faire. Donc qui allait faire cette négociation pré-transitionnelle-là? Seule l'armée pouvait le faire. Et aujourd'hui, le fait que ça se soit très bien passé, nous sommes les premiers à être contents et nous disons que ça témoigne une fois de plus de la maturité de l'ensemble des composantes du peuple burkinabé. Oui, mais pour vous, Maître Kam, aujourd'hui, après la signature de cette convention, quel deviendra, selon vous, le lieutenant-colonel Zida, après la transmission du pouvoir aux civils? Je pense qu'il y a deux questions. Que deviendra sans doute, quelle doit être la place de l'armée? Là, nous l'avons dit, c'est veiller à la sécurité intérieure et extérieure du territoire. Que deviendra le lieutenant-colonel Zida? Il appartient à l'ensemble de la classe politique et des composantes de la société de décider. De toute façon, ce qui s'est passé a montré que le lieutenant-colonel Zida a respecté sa parole et à travers lui, c'est toute l'armée qui a respecté sa parole. Ils ont joué un rôle déterminant à un moment de l'histoire du Burkina Faso et je pense, je le souhaite, que le peuple burkinabé leur soit reconnaissant à la mesure de l'acte qu'ils ont posé. Oui. Maître Kam, vous restez avec nous pour la suite du journal. On reviendra à vous avec d'autres questions. Et en attendant, on s'attend d'ici à minuit, Jacques Labissa Tarpaga l'a dit, à la désignation d'un président de transition. Et d'ici ce lundi, son nom sera connu. Foi des membres du conseil de désignation de la transition au Burkina qui ont débuté leurs travaux ce dimanche après-midi. Ernest Kambiré. Salle de conférence de Ouéga 2000 où le bureau du collège de désignation du président de la transition. Il est 9h ce matin quand les premiers membres désignés pour former le collège de désignation font leur arrivée. Après une brève réunion de prise de contact entre les 23 membres du collège où rien n'a filtré le dépôt des candidatures. Chaque entité, pli fermé contenant les propositions de nom en main, a respecté le délai imparti. Pour les partis politiques de l'opposition, Tahirou Bari a déposé la liste. Côté organisation de la société civile, Luc Marius Ibriga, accompagné de Mme Lopez, s'en est chargé. Les organisations de la société civile qui se sont réunies hier et qui ont arrêté la liste des 3 personnalités pour lesquelles qu'ils vont présenter au collège de désignation. Nous avons débattu et les uns les autres ont émis leur position.
Mais en définitive, nous sommes entendus sur les 3 personnalités. La chefferie traditionnelle et coutumière et religieuse n'a pas voulu désigner un candidat parce que nous pensons que chaque fois que ça ne va pas, on a recours à ces gens. Aussi, nous ne voulons pas être juges et partis. Alors, donc, on se tient à l'écart. Représenté par 5 membres au sein du collège de désignation, le colonel David Cabré ne nous en dira pas plus sur leur proposition de nom. Non, on n'a rien décidé. Il y a un chronogramme qui dit qu'au plus tard demain, on aura le nom du président. Une chose est sûre, le collège de désignation du président de la transition a rendez-vous ce soir à 18h pour d'abord élire le président du collège de désignation, les rapporteurs et probablement un secrétaire de séance avant le début proprement dit de l'élection du président de la transition qui se fera à 2 tours de vote. Une présélection pour retenir 3 noms et l'élection par consensus du président de la transition qui sera connu ce soir, très tard probablement. Oui, je rappelle que le conseil de désignation est toujours en travaux. Maître Hervé Kam, pour vous, quelle est la personnalité civile pour diriger la transition? Quel est votre candidat? Non, au niveau du ballet citoyen, je dois dire que nous n'avons pas de candidat. Nous faisons partie donc de l'ensemble de la société civile qui a travaillé et qui, comme le professeur Luc Marius Ibriga a dit tout à l'heure, a proposé une liste de 33 noms. Et je m'en voudrais, même si j'imagine que vous devez le savoir, je m'en voudrais de le dire dès lors que le professeur Luc Marius Ibriga lui-même n'a pas voulu dévoiler ces noms-là. Mais nous pensons que le plus important, c'est qu'il y a quand même un portrait robot qui a été fait par nous-mêmes, donc la société civile, est proposée aux autres par rapport au président. Ça devra être un patriote, c'est-à-dire quelqu'un qui a des valeurs intrinsèques de probité, de dignité, et de distance par rapport aux partis politiques pour conduire cette transition-là. Et nous souhaitons tout simplement que les 23 membres du collège donc, de désignation puissent mettre en avant l'intérêt du Burkina Faso parce que ces responsabilités-là seront primordiales dans la réussite de la transition. On avance des noms comme l'évêque de Bobo Dioulasso ou encore à travers le portrait robot que vous avez précisé au départ, on voyait aussi le professeur Ibriga lui-même. Qu'en est-il? Quel est votre candidat? Oui, mais malheureusement, déjà, à notre sein, c'est vrai que nous avions pensé au professeur Luc Marius Ibriga qui a dit qu'il n'était pas intéressé. Donc, du coup, il n'a pas été proposé. Et je sais aussi que nous avons naturellement discuté autour de la personnalité de M. Paul Ouédraogo. Je le dis souvent, M. Paul Ouédraogo et non Monseigneur Paul Ouédraogo, parce que je pense que les raisons qui ont prévalu à ce que son nom circule, ce sont plutôt des raisons qui tiennent compte de ses qualités personnelles et non de son statut d'ecclésiaste. Mais sur ces terrains-là, je crois quand même qu'il y a des empêchements qui ont été déjà évoqués par l'Église catholique. Et peut-être que le respect que nous devons à cette Église-là pourra commander que cette personnalité-là ne soit pas désignée. Et si l'Église dit qu'ils ne peuvent pas occuper ces chartes, ces positions-là, peut-être que nous devrons aussi respecter la position de l'Église. Et pourquoi pas une femme, Madame Joséphine Ouédraogo par exemple, dont le nom est avancé aussi? Oui, c'est une personnalité, je dois dire que nous ne connaissons pas personnellement, mais au sein de notre mouvement, nous en avons discuté. Et ce qui revient, c'est que c'est quelqu'un qui présente aussi les qualités personnelles pour diriger cette transition. Et je pense qu'une telle désignation, si elle advenait, pourrait être magnifiée, en fait, le combat des femmes. Et je souhaite que si ça doit être Joséphine, qu'elle soit choisie en raison de ses qualités personnelles et non tout simplement parce qu'elle est femme. Oui. Et pour terminer, Hervé Kam, le président Compaoré, est-ce la fin de mission pour le ballet citoyen ou alors quel rôle entendez-vous jouer après l'après Blaise Compaoré et après la transition même précisément? La communication du ballet citoyen au lendemain de la démission de M. Blaise Compaoré a été non équivoque. La lutte continue. Parce que nous disons qu'en réalité, le départ de Blaise Compaoré n'est pas la fin, mais plutôt le début. Parce que le départ de Blaise Compaoré et l'insurrection populaire n'auront servi absolument à rien
si le Burkina Faso doit avoir encore des hommes forts et des institutions moins fortes. Je pense que notre combat doit être aujourd'hui de faire en sorte que le Burkina Faso ait des institutions fortes et aussi des hommes respectueux du bien public. Et de ce point de vue-là, nous allons continuer à jouer fortement un rôle de sentinelle, de force de pression et aussi de proposition, à ne surtout pas baisser les bras et à inviter les jeunes à être engagés sur tous les plans, que ce soit politique ou société civile, mais au moins nous disons à la jeunesse, vous avez fait du bon travail, et vous ne pouvez pas abandonner, engagez-vous, faites de vous des acteurs du développement de votre pays. Merci à vous, Maître Guy Hervé Cam. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du mouvement Balai Citoyen. Vous êtes venu nous parler de la transition en cours. Merci d'être venu pour cet entretien. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Autre sujet dans ce journal, les acteurs de l'éducation non formelle évaluent leur plan d'action de 4 ans qui prend fin en 2016. Il s'agit pour environ 300 participants de faire le point des actions déjà menées, mais surtout de revoir la copie avant la fin de l'échéance que l'association chargée de la promotion de l'éducation non formelle s'est donnée. Nathalie Sawadgo. L'Association pour la promotion de l'éducation non formelle, APNEF, se félicite des résultats engrangés au cours de ces 2 dernières années. Le mérite de l'APNEF étant reconnu hors de nos frontières avec le prix d'alphabétisation de l'UNESCO. Et ce prix-là récompense, pour cette année en tout cas, des gens qui ont su justement allier alphabétisation et éducation parce que c'est le thème de l'année. Et nous, on s'est focalisé sur la capacitation des femmes. Et nous en sommes fiers parce que c'est un prix qui est donné annuellement. Il y a 2 prix, le roi Sejong. Et ceux qui l'ont eu cette année, c'est le ministère de l'Éducation de l'Équateur et l'APNEF du Burkina Faso. L'APNEF reçoit également les encouragements du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le secrétaire général de ce département a cependant invité l'association à persévérer auprès du gouvernement burkinabé pour relever le taux d'alphabétisation des adultes à 60% d'ici à 2015. Ambition du gouvernement burkinabé. Il y a les efforts que les associations font, que même le gouvernement fait. Mais vous savez que l'alphabétisation pour l'alphabétisation, ça ne sert pas. Il faut que ceux qui sont alphabétisés aient quand même quelques moyens pour mettre en pratique ce qu'ils ont acquis comme connaissances théoriques. Bon, malheureusement, de ce côté, le bas blesse, parce que les financements ne sont pas toujours au rendez-vous. Et puis, il y a d'autres aspects. Nous parlons de l'environnement lettré et tout ça. Ce sont des domaines qui doivent être développés pour encourager les uns et les autres à garder l'acquis qu'ils ont, sinon même qu'à le cultiver davantage. Ils sont environ 300 participants venus de 13 régions à prendre part à ces travaux. La prochaine Assemblée générale va se tenir en 2016 avec le renouvellement du conseil d'administration dont la présidence reste toujours assurée par Anatole Niamego depuis sa création en 1977. Donner aux Sahéliens les moyens de leur développement depuis plus de 30 ans et guidé par ce principe de développement local et humanitaire, SOS Sahel International accompagne les populations rurales du Sahel à prendre en main leur propre développement. Une démarche participative qui sous-tend les actions de cette organisation. Et ce samedi 15 novembre, les membres de l'organisation se sont retrouvés à Ouagadougou pour évaluer les activités menées pour l'année en cours. De fortes recommandations sont sorties de cette rencontre. C'est Sylvestre Da. Ils sont une centaine de participants, membres de SOS Sahel International Burkina, à prendre part à cette assemblée générale ordinaire. Ils sont venus de différentes régions et à cette rencontre de Ouagadougou, il s'agira pour eux de faire le bilan annuel des activités de leur organisation pour en tirer des leçons. Nous mobilisons des ressources pour aider les producteurs à exécuter des projets. Mais c'est leur projet. Et dans la plupart du temps, nous savons que ces projets apportent un plus, une plus-value à leur niveau de vie. Mais ce n'est pas encore satisfaisant. Donc nous allons examiner, voir comment nos projets ont été mis en œuvre, quels sont nos points forts, quelles sont nos faiblesses, pour que pour 2015, nous puissions faire mieux.
La lutte contre la famine et contre le changement climatique en milieu rural sont les priorités de SOS Sahel International Burkina pour l'année à venir. Et les travaux de cette Assemblée générale devraient déboucher sur un plan d'action à même de permettre à l'organisation d'atteindre ses objectifs. Il faudrait que nous nous engagions de manière audacieuse et intelligente pour que le monde rural puisse progresser rapidement. Et nous avons dit qu'il faudrait faire de façon que stocker l'eau de pluie qui tombe. Depuis 50 ans, c'est la même quantité d'eau qui tombe. Il faudrait qu'on fasse des efforts pour que les réservoirs d'eau, les retenues d'eau puissent permettre aux producteurs et aux éleveurs de pouvoir travailler au moins 6 mois par an. Et en plus, il faudrait que quelque part, le pays engage le monde rural à changer de mode de vie. Ce n'est plus possible qu'on se contente d'un seul repas par jour. Il faudrait que dans la dynamique en cours de changement dans notre pays, qu'il soit possible que le monde rural également puisse manger 3 fois par jour. Créé en 1982, SOS Sahel International Burkina est un mouvement associatif d'accompagnement du monde paysan, un groupe social qu'elle considère comme le plus exposé à la pauvreté. Pour résoudre les problèmes sanitaires et environnementaux coûteux liés à l'utilisation des énergies de sources non renouvelables, l'ONG néerlandaise SNV développe des foyers améliorés et efficaces qui utilisent du combustible non polluant. À Toma, dans le Nayala, l'ONG vient de lancer un projet pour la promotion de ces foyers. Le fait de rendre ces foyers améliorés largement accessibles aux populations peut avoir d'avantages sur le plan sanitaire, financier et social. C'est ce que nous dit Moussa Sanou. Sidonie Toué est une dolotière installée à Toma. Avec son foyer amélioré, elle n'a besoin aujourd'hui que de 6 000 francs de bois pour la cuisson de la bière locale. Comme cette femme, elles sont nombreuses dans la ville et dans tous les Nayala à reconnaître les avantages de cette nouvelle technologie promue par la SNV, l'organisation néerlandaise de développement. Avant, quand il n'y avait pas les foyers, quand tu rentrais chez une dolotière, tu voyais tout qui était pêle-mêle. Bon, il y avait le feu, bon, il y avait la souffrance, quoi. Maintenant, avec les foyers améliorés, là, quand tu rentres chez une dolotière, tu ne sais même pas qu'on prépare le dolo, sauf si tu pars trouver qui sont en train d'enlever les trucs là. Sinon, tu ne sais même pas que c'est la cour d'une dolotière. En tout cas, ça nous fait du bien, surtout du côté de la santé. Du bien également pour la dolotière en termes de sous, du bien surtout pour l'environnement. Des objectifs poursuivis dans la boucle du monde par la SNV, l'organisation néerlandaise de développement à travers EPCAP, son projet énergie, pauvreté et champs en agro-industrie. Le foyer amélioré est une bonne technologie, mais seulement ça ne fait que réduire la consommation du bois, mais ça ne l'arrête pas. D'où l'idée de pouvoir créer avec elle des chaînes de production et de distribution du bois. Donc le marché qu'on vient d'inaugurer, ça c'est la chaîne de distribution. Et le bosquet dans lequel nous sommes est un site pilote de production de bois pour pouvoir plus tard approvisionner le marché de bois. Le projet ne concerne pas que les dolotières. Il prend également en compte les femmes au niveau des ménages, les transformatrices de beurre de karité et de sumbala. La santé de la reproduction et la planification familiale commencent à imprégner les comportements dans le sud-ouest du Burkina. C'est le constat fait par une caravane de presse qui était au mois d'octobre dernier dans la localité. Malgré une nette amélioration de la situation, les journalistes ont pu relever des difficultés qui entravent cependant une évolution sans embûche. Nathalie Sawadgo nous en dit plus. Le taux de prévalence du planning familial enregistré dans la région du Sud-Ouest est de 31% en 2013 et le taux de couverture en consultation postnatale est de 29% en 2013. Des indicateurs à mettre à l'actif de divers prestataires et associations engagés sur le terrain de la sensibilisation à l'utilisation de méthodes contraceptives. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à tous les niveaux. Voilà, au niveau de la coordination, voilà, même au niveau des prestataires sur le terrain.
donc avec les associations également. Donc c'est une combinaison de l'ensemble des facteurs. Donc ce qui fait, il y a eu vraiment une création de la demande. C'est-à-dire qu'on a renforcé la création de la demande et à travers les sensibilisations, les rencontres de plaidoyer, l'information de la population pour qu'ils puissent vraiment adhérer à la planification familiale. L'Association pour la promotion du bien-être des femmes de Gawa travaille en étroite collaboration avec le district sanitaire de Gawa. Et ce ne sont pas les difficultés qui manquent. Les difficultés sont énormes. Si d'abord nous avons des problèmes logistiques, nous n'avons pas assez de motos pour aller sur le terrain. Nous couvrons plusieurs villages et je vous assure, c'est des villages qui sont dispersés, vraiment éloignés. Et nous avons aussi un autre problème d'outils. Quand je parle d'outils, je parle de boîtes à images, tout ce qu'il faut utiliser. On a aussi une insuffisance à ce niveau. Et parlons des moyens financiers, clairement. Parce que pour le moment, si je prends par exemple pour le plan d'action de 2014, nous n'avons pas eu un autre financement à part le PADS. Et là, c'est un peu limité par rapport à la zone de couverture. Donc on n'a pas assez de moyens pour pouvoir mener plusieurs activités en même temps. Dans le sud-ouest, un accent est mis sur la sensibilisation au planning familial sur les sites d'orpaillage qui prolifèrent dans la région. Les risques encourus par les femmes et les jeunes filles vont au-delà des grossesses non désirées et intègrent l'infection à VIH-Sida, toute chose qui donne à la prévention par le condom tout son sens. De la région des Hauts-Bassins en passant par les Cascades et le sud-ouest, l'équipe de la caravane a pu constater la situation de la planification familiale et de la santé de la reproduction dans ces régions. Dans toutes ces régions, nous avons constaté quand même que les indicateurs en matière de S, d'une manière générale, et de planification familiale en particulier, sont en nette progression. Il y a de cela 3-4 ans, c'était assez bas, mais actuellement, les choses évoluent dans le bon sens. Les situations du planning familial dans les 3 régions sont similaires. On note que les pesanteurs socioculturelles et la méconnaissance des contraceptions dans le milieu scolaire constituent un frein pour l'évolution de la planification familiale dans ces régions. Il convient alors de redoubler d'efforts dans la sensibilisation en vue d'espérer d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Donner son sang, c'est sauver une vie. Et les étudiants en journalisme communication de l'Université de Ouagadougou ne se sont pas fait prier pour s'acquitter de cet acte indispensable et vital. Ils ont organisé une collecte de sang à la cité universitaire de la Patte d'Oie à Ouagadougou pour venir en aide aux blessés de l'insurrection populaire de fin octobre au Burkina. Le témoignage est signé Ini Janine Kambiré. Tout comme Sylvie Tiama, ils sont nombreux les étudiants et étudiantes qui ont vaincu leur peur pour affronter les seringues et donner leur sang pour sauver la vie des blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Un geste pour répondre au slogan « Un étudiant, une poche de sang ». Il faut faire comme moi aussi. Voilà, il faut vaincre la peur. En tout cas, c'est pas facile. Je voulais me retourner même. Mais bon, je crois que j'ai eu le courage. Prochainement aussi, si je vais bien, en tout cas, je ne vais pas hésiter. Ils pensent n'avoir ni argent ni or, mais tout ce qu'ils ont de précieux, c'est leur sang. Et les étudiants l'offrent gratuitement pour exprimer leur solidarité aux nombreux blessés. Il y a des organismes qui contribuent, qui donnent de l'argent pour les soutenir. Et nous avons pensé qu'il était bon, nous en tant qu'étudiants, et encore des communicateurs, de les venir en aide. Mais comment faire? Et nous avons trouvé notre canal, notre façon donc de communiquer et qui est donc d'organiser un don de sang. Environ 100 poches sont attendues pour contribuer à soulager les malades et le Centre national de transfusion sanguine s'en réjouit. Un appel est lancé aux autres étudiants des différentes régions du Burkina pour emboîter le pas à leurs camarades de Ouagadougou. La chaîne de solidarité qui s'est immédiatement créée autour de la télévision nationale au lendemain du saccage de ses installations, événement lié à l'insurrection populaire de fin octobre continue. Ce dimanche, la RTB vient de recevoir du matériel composé de téléviseurs et de climatiseurs. À la réception du matériel, les responsables de la chaîne publique
voulu être reconnaissants à tous ceux qui pensent à la RTB en ces moments. Boumanébier. La société Sobelec est sensible au saccage de la télévision du Burkina le 30 octobre dernier. Pour l'aider à se relever de ce marasme, elle a fait un geste cet après-midi. Des téléviseurs, des climatiseurs et des ampoules, c'est la constitution de ce don. Je suis venu rendre visite à la RTB et j'ai vu ce qui s'est passé lors des événements. Et il y a eu vraiment beaucoup de cas. Donc moi aussi j'ai apporté ma contribution pour pouvoir les encourager à fonctionner quelques temps, quoi. Ce qui est beaucoup urgent ici en tout cas, c'est surtout les postes téléviseurs. Tout est vraiment cassé. Et donc tout le monde devait vraiment tourner vraiment un bon regard vers la télé et essayer de soutenir la télé pour qu'il puisse reprendre vraiment ses émissions dans ces meilleures conditions. Sobelec est une société de vente de matériaux de construction électroménager. Partenaire de la RTB depuis 2009, la société n'a cessé d'apporter son soutien à la chaîne au cœur des grands événements. Elle a par exemple contribué à la réfection des locaux de la RTB2 de Gawa et de Bobo Dioulasso. En sport, après leur victoire ce samedi contre le Lesotho, 1-0 à Maseru, les étalons ont validé leur ticket pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Dans le groupe C, l'équipe burkinabé sera accompagnée par les Panthères du Gabon, qualifiés après le match nul concédé contre l'Angola 0-0. Yacouba Ouedraogo. Ça y est, c'est fait. La 10e est là. Les étalons seront du voyage de la Guinée équatoriale pour une 10e participation à une phase finale de CAN. Les poulains de Paul Putt ne se sont pas embourbés dans la mare des crocodiles du Lesotho, auparavant imprenables depuis 9 matchs d'affilée. Après avoir subi divers caprices lésotans, pelouses d'entraînement catastrophiques, mauvaise foi des instances supérieures du football lésotan, la réalité et la vérité du terrain ont fait digérer tout cela avec à la clé un ticket de qualification et la première place du groupe C. Mais que ce fut difficile. Tout a pourtant bien commencé avec cette ouverture du score signé Mr. Pitt. Relance manquée de Bassia Makepe. Derrière, l'homme au dribble magique ne demande pas mieux. Il mène Tobo dans le vent et crucifie Moao Konane. Juste 1 minute 20 secondes de jeu et le mythe du Seseto Stadium est tombé. La suite des 43 minutes 40 secondes restantes de la première période se résume en 3 occasions pour le Burkina. Bansé à la 18e minute, Moussa Yedan à la 38e minute, puis Bansé à nouveau à la 41e. Et bien sûr, quelques frayeurs derrière. Jonathan Zongo, je crois. Voilà, lui, parce que durant les 45 premières minutes, en tout cas, il n'a pas fait d'action décisive. Et puis, Yedan aussi m'a laissé un peu sur ma faim. Et là, on lui a donné 45 minutes plein. Et en tout cas, pour le moment, il n'a pas donné satisfaction. Bon, le milieu de terrain, c'est bon. Et la défense, c'est surtout Steve Yago qui est un peu hésitant. 3 choses donc à retenir selon Saboteur et Paul Putt l'a également remarqué. 1. Yedan cède sa place à Isaka Ouedraogo dès la reprise. 2. Steve Yago confirme les propos d'Idrissa Malo sur cette action en hésitant effectivement à la 48e minute. 3. Jonathan Zongo, pas trop dans le match, sort pour Adama Gira. Les Likwena sont mieux en seconde période, mais n'arriveront pas à revenir au score et replongent définitivement leur tête dans cette masse sacrée. Le mythe est à terre, terrassé par des étalons plus volontaires qu'extraordinaires dans le jeu. La Guinée équatoriale ouvre ses portes aux nôtres, qui reprennent la tête du groupe C, qu'ils doivent consolider ce mercredi à Ouagadougou contre les Palancas Negras de l'Angola. En attendant, je vous propose ici des propos d'après-match recueillis sur place à Maseru par Yacouba Ouedraogo. Si tu vois que les Lesotho ne sont pas perdus les derniers 9 matchs à domicile, sont aussi joués contre Angola et Gabon, ça veut dire qu'ils ont une équipe qui sont forts à domicile. Et, tu as vu aussi le terrain. Nous sommes venus ici à Lesotho
votre condition, ça veut dire pour s'entraîner. On s'entraînait sur un terrain de peut-être 20 sur 30 mètres. Ça aussi, c'était compliqué. Aussi, la pluie a gâté beaucoup de choses. Mais de toute façon, comme tu as vu, ça c'est vraiment difficile pour jouer comme nous sommes habitués de jouer notre jeu avec la circulation de ballon. C'est toujours 2-3 contrôles avant que tu vas jouer. Ça, c'était un avantage de Lesotho. Mais de toute façon, je ne dis pas qu'on a bien joué. Ça, je ne peux pas le dire. Mais le plus important, c'était les 3 points. Et c'est ça qu'on a fait. Et je pense qu'on n'a pas donné beaucoup d'occasions à Lesotho non plus. Mais on n'a pas crié non plus. Ça, c'est aussi vrai. L'important, c'est de venir prendre les 3 points. Et avec les conditions du terrain et puis le climat qui nous a un peu dérangé par rapport aux mises en place du coach. On s'est entraîné pratiquement qu'une fois hier sur le terrain. Il y a eu beaucoup de rebonds. Et dans le football, souvent, il faut faire le dos rond. On n'a pas fait un grand match, mais les 3 points sont là. C'est le plus important. On était venu pour ça, on l'a eu. Contre une équipe pareille, il faut toujours bien rentrer dans le match. Si on peut marquer un but dès l'entame du match, c'était le plus important. Et puis bon, on a su marquer. Après, on a su gérer tranquillement le score, même si on pouvait mieux faire, parce que voilà, je pense qu'au niveau du jeu, on n'a pas carrément contrôlé le match, mais ça se voyait que voilà, on était une équipe quand même qui était déjà prête. Et maintenant, il faut travailler pour bien préparer la CAN, parce que pour nous, maintenant, la victoire à Ouaga, c'est sûr qu'on va tout faire aussi pour bien finir quand même à Ouaga et faire la fête avec tout le monde. C'est ce qu'on pense à ce match, étant donné que le pays a traversé des moments difficiles et on retourne au pays pour rejouer. Donc pour nous, ça va être une grande fête, essayer de redonner le moral à toute la population et à tout le monde pour que la fête soit belle à Ouaga. Je crois que vous avez suivi les conditions d'entraînement. Vous avez vu aussi le site où on est hébergé. Les joueurs ont donné vraiment le meilleur d'eux-mêmes et on a pris 3 points ici, 1-0 à la 2e minute qu'on a marqué. Je crois que c'est vraiment bon à prendre. Pour terminer, notre confrère Franck Soubega, décédé hier samedi, a été accompagné ce dimanche à sa dernière demeure dans un cimetière à Balkui, à la périphérie de Ouagadougou. Franck, âgé de 39 ans, était caméraman. Bouma Ernest Nébier. Les larmes de cette dame et la tristesse qui envahit ses visages témoignent du choc ressenti suite à la disparition de François de Sales Soubega, plus connu sous le nom de Franck Soubega. Décédé samedi 15 novembre à l'âge de 39 ans des suites d'une courte maladie, Franck Soubega a servi pendant plusieurs années comme caméraman à la télévision du Burkina. Avec sa caméra, il a contribué à donner l'information aux populations grâce à ses images à travers le Burkina et au-delà des frontières. C'est un long cortège qu'il a accompagné de sa maison à sa dernière demeure au cimetière de Balkui. La chaîne au cœur des grands événements garde de l'homme l'image d'un agent qui aimait bien son travail. Pour les proches, Franck Soubega était à l'écoute de sa famille et dynamique dans le service. C'est un neveu qui a été pour nous très proche, était très proche de la famille. En dernière date, il y avait le mariage de son cousin, Racine Soubega, et il était le principal artisan de ce mariage. Et c'est pour dire que Franck était très proche de sa famille. Il avait ses défauts, c'est vrai, mais c'était un neveu, un garçon de grand cœur. Et il était surtout prêt à partager tout ce qu'il avait. Bon, la mort a fait ce que vous savez. Et nous sommes vraiment attristés. Vraiment, aujourd'hui, c'est avec le cœur plein de tristesse que nous avons accompagné notre jeune frère, notre collègue Franck, à sa dernière demeure. Et c'est un jeune agent très dynamique qui aimait son travail et sur le plan professionnel,
C'est un agent vraiment pour tous ceux qui ont travaillé avec lui, qui donne un bon témoignage en ce qui concerne la qualité de son travail. Franck Soubega laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Franck, nous te dédions entièrement ce journal. Repose en paix. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.